Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, je vais proposer le test du LG G2, faisant suite au test du Galaxy Note 3. Et je vous proposerai ensuite, normalement dans 2 jours, le comparatif entre ce LG G2, le Xperia Z1 et le Galaxy Note 3. Alors ce téléphone qui m'a été prêté, il a fait beaucoup couler d'encre quand pas vraiment quand il est sorti, parce qu'il est sorti un petit peu trop tard ou trop tôt. Il est sorti fin des vacances d'été. Donc pas forcément quand les gens ont regardé, et un petit peu en avance par rapport au Xperia Z1 et au Galaxy Note 3. Ce qui plaisait sur ce téléphone mobile, c'est que c'était un téléphone mobile pas trop cher, avec un écran avec des bords très fins qui permettaient d'avoir un mobile assez petit par rapport à la taille de l'écran. Il faut savoir qu'on a un écran ici de 5,2 pouces, et comme vous pouvez le voir ici, vous avez des bords très fins. Et là aussi, c'est assez fin par rapport à la majorité des mobiles. Et d'ailleurs, le LG G2 est le mobile qui a le plus grand écran par rapport à la taille du mobile. Meilleur ratio. Donc on va déjà commencer par un tour du téléphone, un tour physique. Donc ici, vous avez un port micro USB. Ici, vous avez le port jack. Et ici, vous avez les haut-parleurs qui sont juste de ce côté-là, pas des deux côtés. Donc si vous tenez votre téléphone comme ça, ça peut être un peu gênant parce que vous allez masquer le son. Vous avez un capteur de 13 mégapixels ici avec un stabilisateur optique d'image. Donc le stabilisateur optique d'image est très pratique quand vous faites des photos en extérieur. Et vous avez un flash. Alors petite différence sur ce mobile là par rapport à tous les autres, c'est que vous avez le bouton power et les boutons volume qui sont présents à l'arrière du mobile et non pas sur la tranche. C'est pas forcément très pratique, il y en a beaucoup qui critiquent là-dessus. À l'usage, ils ont fait ça parce qu'ils se disaient que quand vous avez le téléphone au niveau de l'oreille, du coup vous pouvez régler le volume très facilement. Mais si vous avez le mobile qui est de cette manière-là, sur une surface plane, c'est pas très pratique pour régler le volume. Ou même si vous écoutez de la musique, vous avez votre téléphone dans votre poche, c'est plus pratique d'avoir les boutons de volume sur le côté. Apparemment, sur son remplaçant, le LG G3, il devrait garder le même système. Alors, comme vous avez le bouton Power là qui est pas très pratique, LG a trouvé une solution qui est copiée maintenant chez les autres, par exemple chez Samsung qui reprend la même chose. C'est-à-dire que pour déverrouiller l'écran, pour allumer l'écran, vous appuyez 2 fois sur l'écran avec votre doigt. Donc ça vous permet d'avoir du coup l'écran allumé. Et pour déverrouiller, vous déverrouillez classiquement. Alors pour terminer sur le tour physique, un petit défaut que je trouve sur le téléphone, alors le téléphone est 100% plastique, bon ceux qui n'aiment pas, passez votre chemin, c'est que si vous regardez, l'arrière du téléphone n'est pas plat, ce qui fait que vous risquez d'abîmer la partie arrière, surtout le bouton de volume, et ça c'est un peu dommage. Je préfère quand quand la surface est plane, il y a moins de risque d'abîmer le téléphone. Alors, venons maintenant à la part essentielle du téléphone. Comme je l'ai déballé, c'est ce qui m'a plu le plus et ce qui plaît le plus aux gens, c'est son écran. Alors vous avez un écran de 5,2 pouces avec une résolution Full HD, mais c'est un écran IPS de très bonne qualité. Donc IPS, ça veut dire quoi? Ça veut dire des angles de vision très bons, mais aussi une colorimétrie qui est bonne et une visibilité en extérieur qui est bonne. Pour donner un autre mobile qui dispose d'un écran IPS, c'est l'iPhone. Donc ça c'est quand même très bien, et comme vous le voyez, quand vous tenez le téléphone, vous avez l'impression de tenir un écran et non pas un téléphone, puisqu'il y a juste la barre là et là qui est visible. Alors il existe en version blanche et en version noire, après c'est une question de goût, j'ai voulu changer, passer à la personne qui l'a utilisé, le préférer en blanc qu'en noir. Venons maintenant, si on déverrouille l'écran, on a une interface classique, bien trop classique, et je dirais que c'est un des défauts du LG G2, c'est le manque de personnalité de ce mobile-là. Vous avez l'impression d'avoir un mobile Samsung. L'interface, c'est quasiment la même chose qu'une interface TouchWiz. Donc là, au niveau, alors si vous ne connaissez pas forcément TouchWiz, vous le verrez peut-être, vous en rendrez pas forcément compte, mais si vous regardez, les icônes sont très ressemblantes. Quand vous allez dans le centre notification, pareil, les icônes comme ça,
avec la possibilité d'avoir les réglages de cette manière-là, c'est exactement la même chose. Vous avez quand même ces applications rapides que vous pouvez déclencher, ce qui est quand même pratique d'avoir ces petits raccourcis-là. Mais sinon, ça ressemble beaucoup. Et où on va voir que ça ressemble vraiment énormément, c'est au niveau des réglages. Faut savoir que chez Samsung, ce qui ne plaît pas trop, c'est que les réglages sont sous forme d'onglets et non pas d'une liste comme sur la majorité des mobiles Android. Et bien si vous regardez, chez LG, vous avez 3 onglets, réseau, son, écran, etc. Donc vous avez juste les noms qui changent un tout petit peu, mais sinon c'est exactement la même chose. Et ce que je reprocherais à LG, c'est que pour dire qu'ils ne copient pas, ils ont fait une interface un peu moins jolie, avec des icônes qui font plus anciennes, et donc on a l'impression d'avoir un ancien mobile Android sous TouchWiz, style un Galaxy S au lieu d'avoir un Galaxy S4. C'est un peu dommage. Alors, comme vous le voyez, ici, vous avez une barre, donc la barre des raccourcis, retour arrière, menu et compagnie, sont présents sur l'écran et non pas sur le téléphone en lui-même. Vous pouvez régler ces boutons de réglage, donc des boutons de menu. Donc vous avez la touche retour, la touche menu, la touche home et la touche menu. Et là, vous avez ce qu'on appelle la touche qui va permettre d'écrire sur le téléphone. Donc vous appuyez sur la petite touche là et vous pouvez dessiner sur le téléphone. C'est marrant, c'est un peu le même système que sur le Galaxy Note 3, sauf que là vous n'avez pas de présence de stylet. Mais ce qui est très intéressant, ce que je trouve, c'est que ces boutons là, c'est pas forcément dans l'ordre que tout le monde apprécie. Et là, vous pouvez choisir le réglage, donc soit les 3 icônes habituelles, soit des icônes en fonction de ce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre le Quick Memo ou le volet de notification si vous voulez appuyer directement sur la touche au lieu d'appuyer sur la touche là. C'est très pratique et je trouve que ce petit concept, c'est pas grand chose, mais c'est assez sympathique. Alors venons à une chose qui est quand même essentielle maintenant sur un mobile, sur un smartphone surtout haut de gamme, c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo, on va avoir l'interface pour continuer, assez similaire avec ce qu'on a sur un Galaxy S4. Alors comme ça se voit pas forcément, mais si vous allez dans le mode, vous avez les modes qui sont avec quasiment les mêmes dessins que sur le Galaxy S4, et ça c'est quand même un peu dommage. Il n'y a pas grand chose de plus. Si vous regardez, vous avez le système de double appareil photo, vous avez le système pour gommer une personne qui est à l'arrière, etc. Donc vous avez un tout petit peu moins de fonctionnalités qu'un Galaxy S4, mais c'est exactement la même chose au niveau de ce qui est présent, et ça c'est un peu dommage. Alors la qualité de l'appareil photo, certains disent oui c'est le meilleur appareil photo sur smartphone Android. Je ne serais pas forcément d'accord. Alors en intérieur, avec le stabilisateur optique d'image, c'est le meilleur. C'est-à-dire que vous avez très peu de bruit pour un smartphone. Ça ne remplacera pas un réflexe avec un très bon objectif, mais c'est pas mal du tout. Par contre, en extérieur, ça va dépendre. Si il y a beaucoup de luminosité, vous allez avoir un rendu qui est similaire à ce qu'on peut avoir sur un Galaxy S4. Donc avec des couleurs un peu flashy, un petit peu moins bleutées quand même que le Galaxy S4, mais quand même un peu flashy, et ça j'aime un peu moins. Mais après c'est une question de goût et c'est plus agréable à la vue peut-être que ce qu'on peut avoir sur un Xperia Z1. Par contre, si la luminosité est un peu plus faible, les couleurs vont être plus délavées, moins intéressantes sur le LG G2, et ça c'est un peu dommage. Alors après, on peut toujours corriger les photos, mais quand vous faites des photos classiques comme ça, je trouve que le rendu, le piqué est pas mauvais, mais les couleurs sont pas forcément très justes et un peu fades. Suffit que vous essayiez de faire une photo avec un peu de brume, vous verrez que toutes les couleurs autour vont être comme la brume, un peu fade, alors qu'en réalité vous pouvez avoir, par exemple si vous êtes en automne, vous pouvez avoir des arbres rouges avec des feuilles rouges ou oranges avec de la brume, et malheureusement le LG G2 va pas mettre de l'orange assez vif comme on pourrait avoir en automne. Et ça c'est assez dommage, mais sinon il délivre quand même de bonnes photos, donc c'est un capteur 13 mégapixels, j'ai rien à dire là-dessus, c'est quand même bon, mais ça nécessite un petit peu de retouche pour avoir des couleurs un peu plus justes, et surtout un peu plus qui fasse un peu plus plaisir quand vous faites votre photo.
Voilà sur le mobile, donc sur l'appareil photo. Donc ce téléphone-là a le processeur S800 cadencé à 2 Go 3, ce qui permet une fluidité assez bonne, il n'y a rien à dire. Donc comme on a une interface type TouchWiz, on aura une fluidité comme sur un Galaxy Note 3, donc une bonne fluidité, j'estime une fluidité plus importante qu'un Galaxy S4, mais pas forcément aussi bonne que sur de l'Android pur, mais ça fonctionne bien dès le départ. Alors LG propose quelques petites applications en plus, notamment son propre store. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous avez une partie qui est en anglais, une partie qui est en français. Les stores des marques, je trouve pas forcément ça très intéressant. Puis comme vous voyez, ça met du temps pour charger, alors que le Play Store va beaucoup plus vite. Mais là vous voyez, c'est écrit en anglais, après c'est écrit en français. Donc là si je montre, en anglais, après en français, thème principal meilleur, ça fait pas très français, c'est un peu dommage. Là-dessus, je trouve pas forcément ça très intéressant. Alors vous avez aussi, ce que je n'ai pas précisé quand j'ai fait le tour de l'appareil, vous avez un port infrarouge qui vous permet d'utiliser le téléphone comme une télécommande. Ça fonctionne pas mal. Alors par rapport à ce que propose Samsung, personnellement moi ça fonctionne aussi bien. Certaines personnes disent que surtout avec la box d'Orange, la Livebox, avec le LG Flex, mais avec celui-là ça devrait fonctionner de la même manière, ça fonctionne mieux qu'avec un Galaxy S4. Bon, moi j'ai pas vu de différence, mais après ça dépend, ça dépend de l'utilisation qu'on a. Je crois que j'ai fait le tour de l'appareil. Donc au niveau des applications, il n'y a rien de vraiment spécial sur le LG G2. C'est du connu, c'est de l'Android. Ça fonctionne bien, il n'y a rien à mettre en plus ou en moins. Donc c'est un bon téléphone. Et en plus, le suivi de LG n'est pas trop mauvais, puisque la mise à jour Android 4.4.2, donc KitKat, est disponible depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Et c'était un des premiers mobiles. Bon, il y avait le Galaxy S4 qui l'a eu un tout petit peu avant, mais le Galaxy Note 3 par exemple, qui est sorti en même temps, l'a eu un petit peu après. Donc LG, c'est bien, qui propose tout de suite la mise à jour. Bon, faut dire ce qui est, la mise à jour ne sert pas grand chose pour l'utilisateur. On ne voit quasiment aucune différence. Alors ce qui est pas intéressant quand vous avez un mobile comme ça, c'est de savoir son autonomie, ce qui est toujours le nerf de la guerre là-dessus. Alors l'autonomie est pas trop mauvaise, vous allez tenir à peu près un jour et demi. Alors comme je l'ai utilisé toujours, comme vous le voyez ici, avec le Bluetooth activé pour avoir une montre connectée toujours dessus, ça va diminuer un peu plus, mais je dirais que un jour et demi vous pouvez tenir sans problème avec ce téléphone là. Donc l'autonomie est pas mauvaise, et vu que vous avez le nouveau processeur S800, même si maintenant on a le S801, mais le nouveau processeur S800, le téléphone ne chauffe pas trop et l'autonomie n'en pâtit pas trop, donc ça va. Alors après ça dépend de votre utilisation. Si vous utilisez beaucoup de jeux vidéo ou de vidéos, c'est certain que le téléphone va diminuer un peu plus, mais là avec des notifications, alors on va voir là-dessus, mais je sais pas si ça va vraiment être intéressant, avec des notifications tout le temps, la batterie est quand même pas mal. Donc là vous voyez, bon là je l'ai pas trop utilisé, vous arrivez à une bonne autonomie, donc vous avez 55% et il est prévu à 35 heures d'utilisation, donc c'est bien ce que j'avais prévu. Au niveau du temps, donc là il est à 22 heures. Alors, je sais pas pourquoi il doit descendre différemment, mais en ayant une utilisation pas trop importante, mais toujours avec le Bluetooth activé, là il annonce un peu moins d'une journée et demie, c'est à peu près ce que je tiens, c'est suffisant moi je trouve. Donc ce mobile est pas mal. Si vous voulez l'acheter, moi je dirais que le gros avantage de ce mobile là, c'est qu'il n'a pas trop de défauts. Donc je dirais l'interface, bon après vous pouvez mettre un launcher comme vous voulez, l'appareil photo qui est pas parfait, mais c'est dans ce qui se fait de mieux quand même sur Android, il faut dire ce qui est, hein. J'attendais un peu plus parce que les premiers tests disaient que c'était génial et compagnie. Bon, c'est bon.
C'est du niveau d'un Galaxy S4 sans souci, voire meilleur en intérieur, mais c'est pas excellent, ça va pas vous remplacer un super téléphone ou un super téléphone type le Lumia 1020, c'est quand même en dessous selon moi. Mais le gros avantage de ce mobile là, c'est qu'il a un prix très intéressant et je dirais qu'il a peu de défauts, puisque si vous prenez un S4, bon le S5 j'ai pas pu le tester, mais vous aurez un écran AMOLED qui sera moins bon que cet écran IPS, avec une moins bonne visibilité en extérieur, l'appareil photo ne sera pas meilleur, la finition, bah, vous resterez sur du plastique, donc si ça ne vous dérange pas, c'est pas gênant. Et au niveau du mobile en lui-même, il fonctionne bien, peu de défauts, et il vaut pas très très cher. Il vaut actuellement, on est à peu près à 400 €, donc c'est vraiment le mobile à avoir. Et sachant il a servi de base pour le Nexus 5, qui malheureusement le Nexus 5 n'a pas repris les bons points, donc son écran n'est pas aussi bon, l'appareil photo par exemple n'est pas aussi bon, et l'autonomie non plus n'est pas aussi bonne. Donc celui-là est vraiment le téléphone à conseiller si vous voulez pas mettre trop cher par rapport aux nouveaux mobiles, que ce soit le Galaxy S5 ou le Xperia Z2. Je ne suis pas sûr que le surplus au niveau financier soit vraiment intéressant. Je dirais que ce qui peut vous gêner, ça va être surtout sa finition, pas sa finition, mais le fait qu'il soit en plastique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque vous allez avoir le comparatif avec le Galaxy Note 3, le Xperia Z1, et puis ce mobile-là, le LG G2, ainsi que la protection, donc la Quick Window de chez LG, qui protège ce téléphone-là, qui est assez intéressant. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous remercie, et à la prochaine. Au revoir.